Une question qui revient souvent, est-ce qu'on est obligé de partir de la Guadeloupe pour réussir? Est-ce qu'on peut réussir en restant en Guadeloupe? Quels ont été vos modèles en fait parce que quand on voit vos deux disciplines, il y a quand même des très gros noms qui sortent et en plus des Guadeloupéens. On entendait parler de Marie-Josée Pérec, c'est sûr. Mais il y avait sur les haies Patricia Girard, etc. Donc, Du coup, à l'époque, on parlait beaucoup de Jean-Paul Denis-Lycée en Guadeloupe. Cette génération-là, c'est un peu la génération dorée, il s'appelle comme ça. En 91, il y avait Daniel Gérard, Enzo Lefort, etc. C'est une grosse génération. Ensuite, on arrive à quelque chose qui est un peu plus complexe, c'est le moment du départ. Je suis arrivé en métropole en tout cas en septembre 2022. T'as envie de découvrir d'autres choses, t'as d'autres ambitions, t'as envie de passer un cap. Je te dis, je vais peut-être ouvrir la porte que j'ai tant fermée. Mais au niveau financier, comment vous avez été soutenu quand vous êtes parti? Pas soutenu du tout. Clairement, qu'on se le dise. Bienvenue sur Sport Talk. Aujourd'hui, on part sur une terre que je connais très bien, la Guadeloupe. Cette île si spéciale dans le monde du sport qui a vu naître tant de champions, Laura Flessel, Teddy Riner, Marie-Josée Pérec et bien d'autres. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai grandi là-bas et comme beaucoup de jeunes sportifs, j'ai dû quitter mon île pour aller au bout de mes rêves. Ce parcours, je le partage avec mes deux invités du jour. Deux athlètes qui font briller la Guadeloupe au plus haut niveau international. D'un côté, Willem Bellossian, champion d'Europe et vice-champion du monde du 60 mètres haies, un monstre de talent. De l'autre, Coraline Vitalis, escrimeuse de l'équipe de France, plusieurs fois championne d'Europe et vice-championne olympique à Paris en 2024. On va parler de leur début, de leur départ de la Guadeloupe, des sacrifices, de leur lien avec notre île et surtout de transmission. Parce que cette question se pose encore aujourd'hui, faut-il forcément partir pour réussir? On va essayer d'apporter un début de réponse. Bienvenue dans cet épisode très spécial pour moi, Guadeloupe, terre de champions. On se retrouve tout de suite avec nos invités. Bonjour Willem, Coraline. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Honneur aux dames. Bon, Coraline, on va pas mentir, on a déjà enregistré un épisode juste avant, mais du coup, ça sera dans la continuité. Et du coup, je vais toujours aussi bien. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que tu es la première invitée qui fait 2 épisodes. Ça montre quelque chose entre nous quand même. Ouais, je suis un peu une VIP. Ouais, on a un passé en commun. Willem, toi, tu reviens des États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça. Ça s'est pas passé exactement comme tu avais espéré, mais c'est les aléas du sport. Ouais, c'est les aléas du sport, exactement. En tout cas, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Je récupère petit à petit. Ça fait pile poil une semaine que j'étais malade, donc on récupère, reprend un peu du poil de la bête, donc ça fait du bien, quoi. Du coup, pour parler un peu de ce qu'on va évoquer, on va commencer par les débuts en Guadeloupe, là où on a commencé tous les trois. À quel âge vous avez commencé vos sports respectifs, Coraline, à toi l'honneur? J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Avant, j'avais fait du tennis. D'accord. Natation aussi? Natation par obligation. Voilà, parce que ma mère s'est dit, tu habites sur une île, donc tu dois savoir nager. Et puis l'escrime à 8 ans. L'escrime à 8 ans. Et toi, William, t'as commencé quand l'athlète? J'ai commencé à 5 ans et demi. Ok. De base, c'est 6 ans, mais j'ai fait le forcing avec mes parents. Juste avant, j'ai fait la natation, mais j'ai fait un seul cours. Ok. Mais aussi par obligation, parce que tous les parents sur une île, c'est en mode on habite sur une île, il faut que tu saches nager, etc. C'est très important. Et pour moi, ça m'intéressait pas du tout. Ok. Et en fait, j'y vais, et en fait, le maître nageur, on te donne des cours et tout, on te fait monter sur le plot là. Il dit, ouais, il faut sauter. Ouais, petit comme ça, je vois le truc, je fais, non, je saute pas, c'est trop haut. Et en fait, il m'a poussé, du coup, ça m'a traumatisé, et du coup, je suis pas retourné. Et j'ai appris à nager tout seul, sauf que j'ai dit, moi, je vais faire l'athlète comme mon frère, je vais courir comme lui. Je suis parti là-bas. Comment vous avez commencé les premiers? C'était dans un club? On peut d'ailleurs le citer, hein, ça sera peut-être un petit hommage à ce club formateur. Coraline, t'as commencé où? Alors moi, j'ai commencé au Gosier. Et je suis restée au Gosier tout le temps où j'étais en Guadeloupe. Et j'ai commencé lors d'une journée porte ouverte organisée par la ville du Gosier. Il y avait plusieurs sports. J'ai essayé l'escrime, mais ça m'a plu. Moi, c'était Stade Lamantinois, au Lamentin. C'était vraiment le stade le plus proche. Mon grand frère aussi était déjà là-bas, donc je connaissais un peu les lieux, les coachs aussi. Donc c'était limite normal d'aller là-bas, quoi. Naturel. Et ce qui était aussi un peu naturel, est-ce que ça a été le fait de voir que vous allez en faire potentiellement limite un métier, quelque chose qui va vous prendre toute votre vie? Est-ce que vous l'avez vu très tôt ou c'est venu au fur et à mesure? Pour moi, c'est venu au fur et à mesure. J'avoue, je le faisais par passion au début. Enfin, ça reste toujours une passion actuellement, mais je le faisais vraiment en mode divertissement. Okay. Et quand j'ai commencé à gagner, j'ai dit, on peut gagner, on peut faire ci, on peut faire ça. Et du coup, l'envie est arrivée. Et du coup, j'ai dit,
super, on peut allier son métier, enfin sa passion et en faisant un métier. Bon, c'est parce que les performances étaient là aussi. Oui, ça faut le dire aussi, c'est parce que les performances suivent, donc du coup C'est ça ça. donne envie, c'est Exactement. sûr. Mais moi, pareil, j'ai commencé parce que j'aimais. J'avais pas spécialement envie de faire les jeux, etc. C'était vraiment juste parce que j'aimais faire de l'escrime. Et en plus, quand je suis arrivée au club, le maître d'armes de l'époque m'a fait essayer. Et puis il a dit à ma mère, ah, celle-là, elle est forte, elle ira au jeu. Et ma mère, elle s'est dit, il raconte n'importe quoi, lui. Et du coup, ouais, c'était vraiment pour kiffer. Et au fur et à mesure, je commençais à gagner des compétitions en Guadeloupe et j'aimais de fou gagner. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu envie de continuer. Parfait, et tu parles de quelque chose, tu as gagné en Guadeloupe, Willem aussi c'était ton cas, tu gagnais en Guadeloupe. D'ailleurs on partage quelque chose, les Carifta Games en natation et en athlée, c'est forcément une compétition qui était à notre époque en tout cas un passage quand même limite obligé et même une envie. Toi, comment ça s'est passé un peu ces compétitions dans la Caraïbe, en Guadeloupe, au Carifta? Le Guadeloupéen, c'était vraiment l'opportunité pour moi de préparer en fait les Carifta Games. J'avoue, bon, il n'y avait vraiment pas un niveau de fou en Guadeloupe, mais du coup, moi j'étais tellement motivé, donc en fait, je bossais vraiment plus que les autres, donc mes performances me permettaient d'arriver au Carifta Games. Arrivé là-bas, ben, en fait, tu arrives dans le grappin caribéen, Ouais. où tu sais que les Jamaïcains, les Trinidadiens, les Bahaméens, enfin toute la Caraïbe, eux, c'est l'opportunité de se faire repérer par les universités. Ok, Donc du coup, en fait, eux, c'est leur championnat. Vraiment, c'est leur championnat. Et en fait, ils misent tous sur cela pour se faire voir et se dire, ben, déjà, avoir une bourse pour faire des études. totalement. Et moi, je le voyais juste en mode, ben, moi, je pars en voyage, aux Bahamas, je Ouais. pars en voyage en Jamaïque. Ben, super, en fait, tu vois. Genre. Totalement. Donc voilà, mais toujours avec l'envie de gagner. Mm. Donc j'étais vraiment en fait en mode, ok, vous les Jamaïcains, tout ça, vous êtes rien, vous êtes limite, je les prenais de haut. Et en fait, ben moi, ça me tenait justement le fait d'avoir fait une fois, c'était mes premiers, c'était aux îles Caïmans. Je fais cinquième, je crois, un truc comme ça. Bon, il y avait des galères de fou parce que j'avais pas de valise, j'avais pas mes pointes, etc. Et j'ai dit, ben l'année d'après, non, je vais là-bas et je gagne. Et ça a commencé comme ça en fait. Du coup. On précise quand même que le niveau forcément caribéen en athlétisme, il est énorme. Peut-être si tu peux nous donner un comparatif par rapport au niveau français, parce qu'on a tendance aussi à se rapprocher de l'Hexagone, mais en fait dans la Caraïbe, c'est aussi un vivier énorme et surtout le niveau mondial, il y est quoi. Je vais pas dire que c'est le meilleur que les championnats du monde, Mm. parce que c'est moins de 17 ans et moins de 20 ans. On se rapproche. On se rapproche, ouais. C'est vraiment une compétition internationale Ouais. qui a vraiment un gros niveau. Ouais. Toi, Coraline, comment ça se passe quand tu es en Guadeloupe? Tu gagnes tout dès le début, c'est un peu galère, tu as des personnes, tu as des adversaires. Alors au début, je gagne pas, mais je fais des petits podiums. Puis il faut savoir qu'à l'escrime, on doit commencer par le fleuret. Mm. Et quand j'ai commencé, on m'a tout de suite dit, quand je suis arrivée dans mon club, tu feras de l'épée. Mais t'es trop jeune pour faire des compétitions à l'épée, donc pour l'instant, tu feras des compétitions au fleuret et tu t'entraînes à l'épée. Donc du coup, au fleuret, j'étais pas très bonne. Au mieux, je faisais troisième. Et quand j'ai pu enfin faire des compétitions à l'épée, j'ai commencé à gagner. Et ensuite, j'ai commencé à pouvoir faire des compétitions nationales, etc. Et en cadette 1, l'entraîneur de l'époque du Krebs m'annonce que je suis qualifiée pour le championnat d'Europe. Et je savais pas que ça existait. Je faisais vraiment tellement ça pour kiffer qu'au final, je savais pas qu'en catégorie si jeune, en cadet, il y avait des championnats d'Europe. Et je suis partie au championnat d'Europe. Je fais troisième. Et, Quelqu'un qui ne savait pas que ça existait, Voilà. t'as rentabilisé. Et franchement, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait, je suis en Guadeloupe. Je représente là. Je suis arrivée, j'avais. À l'époque, c'était à la mode les nattes Oui. ou les locks. J'avais ma natte là avec mes perles rouge, jaune, vert. J'avais mis mes lacets rouge, jaune, vert. Enfin, je représentais la France, mais dans ma tête, je représentais la Guadeloupe. Je m'entraînais encore là-bas, quoi. Donc ouais, j'étais trop contente et ça m'a donné encore plus envie de continuer, de voyager, etc. Donc directement, on a le bain international directement qui se profile déjà quand vous êtes en Guadeloupe. Hein. C'est pas comme si vous êtes resté au niveau guadeloupéen et vous avez gagné juste la Guadeloupe et en fait on reste dans notre cause. Non, vous êtes déjà au niveau international. Quels ont été vos modèles en fait parce que quand on voit vos deux disciplines, il y a quand même des très gros noms qui sortent et en plus des Guadeloupéens. Donc j'imagine quand même que vous avez eu des modèles. Moi, j'avoue que dès que j'ai commencé les haies, parce qu'en fait, quand tu es jeune en athlète, tu commences par le sprint. Enfin, tu fais 3 disciplines. Tu fais le sprint, le demi-fond, le lancer et du saut. Okay. Et c'est en cadet que je me suis spécialisé sur les haies. Et en fait, j'avais comme modèle Ladi Doucouré, parce que c'est lui qui était vraiment en fait mis en avant au niveau national. Et en fait, tous, parce que tous les athlètes vraiment français,
on entendait parler de Marie-Josée Pérec, c'est sûr. Mais il y avait sur les haies Patricia Girard, etc. Donc c'est vraiment des noms en fait, que j'ai vus grandir. Et je me suis dit, je me suis inspiré d'eux, justement, pour devenir celui que je suis aujourd'hui. Sans forcément avoir conscience de totalement ce qui se passe, hein, mais c'est des noms que tu entends et tu as envie de participer. C'est ça. Toi, Coraline, je crois savoir qu'il n'y a peut-être pas eu autant de modèles. Non, pas du tout. Moi, je faisais de l'escrime juste parce que j'aimais, mais j'étais pas une fana de l'escrime, en fait. J'aimais juste aller kiffer, voyager, etc. Après, c'est vrai, quand on fait de l'escrime, on parle de Laura Flessel, encore plus en Guadeloupe. Totalement. C'est une star incroyable qui a une carrière incroyable. Donc, c'est vrai que quand tu fais de l'escrime, tu en entends parler. Après, quand Laura gagne, c'est en 96, moi j'ai 1 an, donc j'ai pas ce truc, je vois les images longtemps après, mais j'ai pas l'impact. Mais tu vibres pas comme ceux qui l'ont vécu vraiment. Et je pense que par contre, la génération d'avant moi, ils ont vraiment senti l'impact Laura. Pour ma part, pas du tout. Okay. Et du coup, ouais, non, moi c'était vraiment le kiff, quoi. Et peut-être plus proche de toi, par contre, il y a eu Isaura Tibus, etc., qui du coup de mémoire est 91. Est-ce que tu as eu l'impression aussi de suivre une direction qui était un peu instigée par ces personnes-là? Ouais, mais alors du coup, à l'époque, on parlait beaucoup de Jean-Paul Denis-Lycée en Guadeloupe. Et donc, ouais, c'est vrai que cette génération-là, c'est un peu la génération dorée, il s'appelle comme ça. En 91, il y avait Daniel Gérard, Enzo Lefort, etc. C'est une grosse génération. Et eux, quand ils partaient, on entendait parler d'eux, quoi. Quand ils revenaient avec des médailles, avec des coupes, etc. On en parlait beaucoup. Et quand eux, ils ont quitté la Guadeloupe, quelques temps après, moi, je rentre au Krebs. Et dans ma tête, je me suis en mode, je vais représenter comme eux, hein. Ouais. Franchement, quand ils rentraient de compète, on entendait parler de ces gens-là, quoi. Donc ouais, ils ont quand même eu un impact sur les générations d'après. Est-ce que vos proches vous ont soutenu? À quel moment, à quel point aussi ils ont pu vous soutenir? Parce qu'on sait quand même que c'est pas facile non plus, hein, de faire du sport. Il y a les études à côté, on est encore collège-lycée en Guadeloupe. Au point vos proches ont été présents? Mes parents, ils ont été présents du début à la fin. Vraiment, c'est jusqu'à aujourd'hui, elle le ressort. Genre, en fait, avec vous, je courais parce qu'il y avait mon petit frère aussi qui a suivi. Lui, il a fait du foot. Ouais. Mais en tout cas, ouais, mes parents, ils étaient avec nous de A à Z. Les week-ends, il fallait nous amener à Basse-Terre. On est allé à Basse-Terre. Enfin, c'était vraiment, en fait, c'était dur pour eux parce qu'ils avaient limite plus de vie, en fait. Ils vivaient par rapport à nous. C'est clair qu'ils sont fiers, mais j'avoue que c'est un petit moment difficile à passer, quoi. Ouais, il faut assumer, hein. En plus, ces déplacements-là, des fois, ça coûte de l'argent aussi d'aller représenter dans l'Hexagone. Toi, Coraline, tes parents, jusqu'à aujourd'hui, ils te suivent? Ouais, alors bon, du coup, c'était beaucoup en Guadeloupe ou quand à l'époque on avait les grands chelems anti-Guyane. Donc je partais souvent avec mon père en compétition. C'était souvent mon père qui m'emmenait en compétition et il préférait parce que ma mère, elle disait que c'était trop stressant pour elle. Les mamans, c'est tous pareil. Alors que mon père, il restait calme. Des fois, j'avais l'impression qu'il regardait même pas mes compétitions. Donc ouais, moi, c'était beaucoup mon père. Et puis pareil, après, j'ai ma petite soeur qui a fait de l'athlé, mon frère qui a fait du foot. Donc du coup, après les week-ends, il n'y avait plus personne à la maison, hein. Il y avait les parents, ils disaient comment on s'organise, on va à Basse-Terre, on va à Mao, etc. Et ouais, pareil, un gros soutien, mais moi, le soutien entre guillemets particulier de mes parents, ça a été de ne pas me mettre de pression, c'est-à-dire que tu fais de l'escrime pour t'amuser. J'ai jamais senti le truc pression du résultat, tu dois nous rapporter des résultats. Exactement, ou le truc, tu t'entraînes, nous on fait des sacrifices, donc il doit y avoir un résultat. Il y avait quand même un certain détachement qui, je pense, m'a beaucoup aidé pour la suite de ma carrière. Ouais, en fait, ils étaient un peu désintéressés du résultat, mais juste de ton épanouissement. C'est ça, ils étaient contents que j'aille en compète, que je m'amuse, que je rencontre du monde. C'était vraiment... Mes parents, ils ont toujours insisté sur le fait que vous choisissez le sport que vous faites, mais vous faites du sport. Il n'y avait pas un truc, notre fille, elle fera du haut niveau, elle sera en équipe de France, quoi. C'était, elle fait du sport pour son épanouissement personnel, pour que ça lui fasse du bien, et je pense que c'est une bonne chose. Totalement. Ensuite, on arrive à quelque chose qui est un peu plus complexe, c'est le moment du départ. Alors Coraline, on partage notre moment de départ, parce qu'on parle la même année, du coup, dans l'Hexagone. Toi, William, t'es resté un peu plus longtemps. Très longtemps même. Ouais, quand même. Hein. C'est quand est-ce que t'es parti? Je suis parti vraiment, en fait, je suis arrivé en métropole, en tout cas en septembre 2022. C'est récent. Ouais, c'est très récent. Bon, après, on faisait des va-et-vient avec mon ancien coach Katie Cam, justement, lors des saisons hivernales et saisons d'été. Parce que j'étais vraiment, en fait, en mode, non, la Guadeloupe, c'est chez moi. Je reste là-bas, je suis chez moi. Enfin, l'Hexagone, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Mais jusqu'au jour où t'as envie de découvrir d'autres choses, d'autres ambitions, t'as envie de passer un cap. Et en fait, je te dis, je vais peut-être ouvrir la porte que j'ai tant fermée. Ouais. Je vais peut-être l'ouvrir pour, ça se trouve, ça me réserve des surprises, etc. Donc j'ai dit, je pense qu'il y a un moment où il faut que je parte et tout. Et à ce moment-là, ça s'est décidé vraiment, en fait, en 2022, quoi.
Mais 2022, parce qu'on est nés la même année tous, hein, tous les trois 95. Et Corinne et moi, on est partis en 2012. Ouais. Et en fait, nous, on s'est vraiment vite rendu compte qu'on devait partir, je pense un peu plus par obligation. Je vais pas me mettre, de parler à ta place, mais un peu plus par obligation. Toi, Corinne, quand tu pars, pourquoi tu pars à ce moment-là? Alors moi, au début, je pars parce que déjà, tout le monde part. C'était la première raison. C'est-à-dire qu'on avait un bon groupe, déjà à l'école, on avait un bon groupe. Ensuite, à l'escrime, on a un bon groupe où, en fait, j'étais contente d'aller à l'école, j'étais contente d'aller à l'escrime parce que, au-delà du fait qu'on se donnait à l'entraînement, on se marrait bien, quoi. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu pars, là, tu m'annonces que tu pars. À l'escrime, tout le monde commence à partir. Et puis, il y a moi où ma mère, elle me dit, non, cocotte, tu n'iras pas à Bordeaux, tu passes ton bac et après, tu pars. Et du coup, mon entraîneur de l'époque, le maître carrière, a dit, moi, je suis d'accord avec ta mère, tu n'iras pas à Bordeaux, tu iras directement à l'INSEP. Et moi, je voulais absolument partir, mais en fait, c'était même pas dans une optique de performance. Enfin, il y avait la performance, mais il y avait plus le côté, écoute, tout le monde part. Du coup, je vais m'entraîner avec qui? Voilà. Ouais, c'est genre comme si ton noyau, en fait, voilà. il partait et tu te dis, mais non, je peux pas. Voilà, du coup, je me retrouve toute seule, tout le monde part. Au final, il y aura moins d'opposition. Après, j'ai eu l'opportunité de partir du coup à l'INSEP directement et c'est comme ça. Mais en vrai, même si je n'étais pas partie cette année-là, l'année d'après, j'aurais été obligée de partir. Au bout d'un moment, sport à opposition directe, tu as besoin des autres et tu es obligé de quitter ton île, quoi. Et du coup, toi, Willem, comment ça se fait que tu aies pu rester si longtemps? Tu vois, dans ce bassin caribéen, ça te suffisait là, la confrontation? Les déplacements pour faire les allers-retours, c'était pas trop compliqué? Non, c'était juste une organisation à voir. Après, j'avoue que moi, je suis assez solo. Donc, en fait, oui, j'avais mon groupe qui était là, mais en fait, je sais que c'était des petits jeunes du CREPS, enfin du pôle. Ouais. Donc, il y avait un bon groupe aussi, il y avait une bonne émulation. Du coup, moi, je me disais, ok, je m'entraîne ici, je fais mon truc ici, je sais que je serai fort quand je vais arriver en confrontation. Et en fait, je partais pour la confrontation, pour faire les compétitions, etc. Donc, j'ai pas vraiment eu, en fait, besoin d'un groupe à ce moment-là, justement, qui me permettait, comme, tu vois, j'ai pas eu... comme c'est un sport assez individuel, Ouais, donc du coup, je me suis mis en mode individuel aussi. Après coup, hein, je constate, si j'avais pu rester plus longtemps, je pense que j'aurais aimé rester plus longtemps parce qu'en fait, on a un cadre de vie aussi, on est proche de notre famille, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus faciles quand on est chez nous. Mais on s'en rend pas compte. Ouais. En fait, on s'en rend compte justement après. Mais Ouais. moi, je me rends compte maintenant où je me dis, mais en fait, je vivais en Guadeloupe, je me disais, ouais, mais la Guadeloupe, c'est trop bien, etc. Donc ça, je vais toujours le mettre en avant. Et en fait, quand j'ai pris la décision de partir et tout, mais les week-ends, genre, les trucs simples où tu te dis, le week-end, bon, tu fais un petit message à ton pote en mode, qu'est-ce qu'a fait, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, on fait quoi, on va à la plage, on va à la rivière, enfin, il fait beau, on fait quoi. En fait, ça, ici, tu peux pas le faire. Même, tu vois, genre, les petits trucs de soirée, les petits événements vite fait. Bien sûr. En fait, on avait quand même des trucs. Des habitudes, des habitudes, c'est ça. Ouais. Et même faire des grillades. Tu te dis, tu te poses, allez, on va faire une grillade. Enfin, des trucs simples de là-bas qui me manquent de fou actuellement, quoi. Ouais, je comprends. Mais au début. C'est vraiment une autre vie, il faut s'adapter, c'est un autre climat, des fois c'est dur. Enfin, moi je C'est m'entraîne. un choc culturel, moi je Ouais, trouve. c'est ça, exactement. Aussi. Moi je m'entraîne en extérieur et puis même la culture, comme tu dis, elle est pas pareille. Comment ça s'est passé ton arrivée, toi, à 17 ans à l'INSEP? Ah, moi c'était dur. Hein. Ah ouais, moi ça a été. Mais pareil, à l'école, alors on travaillait, mais qu'est-ce qu'on rigolait. Oui. Franchement, enfin. Oui, on se sait. On rigolait, tu vois. On rigolait beaucoup. Ouais. Et pareil, là j'arrive, je rigole pas aux blagues, je comprends même pas les blagues. T'as pas les mêmes rêves. J'ai pas les mêmes rêves. Mm. Enfin, au début c'est un choc culturel. Ensuite, moi je suis arrivée blessée, donc opération, donc je m'entraîne pas avec le groupe. Je passe mon temps entre ma chambre et la rééducation, l'école. Du coup, t'es pas avec le groupe. Tu es parti pour progresser, pour faire de l'escrime, tu fais pas d'escrime. Il fait froid, tu te réveilles, tu vas à l'école, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. Et puis t'as pas ta maman le soir que tu retrouves, ou ta soeur, ton frère, tes parents, tu vois. Enfin, et ouais, au début, moi, ça a été surtout un choc culturel et puis le froid, quoi. Ouais, j'avais pas tant conscience de ça et je pense que je l'ai intériorisé et ça m'a pas. Mais le froid, il m'a vraiment perturbé, tu vois. Quand il neige. Enfin, on s'entraîne dehors, il neige, c'est compliqué en fait. T'as pas l'habitude, t'es même pas habillé pour ça de base. Tu vois, t'arrives avec ta valise, t'es pas habillé pour. Et déjà, moi j'arrivais, j'étais habillée, j'étais colorée en Guadeloupe, on s'est mis des couleurs de partout. Moi j'arrive, je suis colorée, tout le monde va à l'école en jogging, alors que nous on allait à l'école en jean, sac. On s'apprêtait un peu, tu vois. Ouais, on avait un truc. Avec ça, c'était déjà quelque chose, quoi. C'est vrai, c'est totalement vrai. Quand vous arrivez, quand même, il y a un changement. Quand il y a une structure, l'INSEP, quand même,
Il y a une autre méthode. Qu'est-ce que vous gagnez à partir? Moi, je gagne en partant, en sortant de ma zone de confort. Je me suis dit, allez, je tente le tout pour le tout, je sors de mes habitudes, je sors de tout ce que j'ai l'habitude de faire pour justement te découvrir peut-être sur une autre facette. Parce que j'avoue que quand tu es dans ta zone de confort, ben, tu es en mode automatique, on va dire. Et là, de faire justement gérer un hiver complet où de A à Z, les changements de température, etc., plein de choses. Je me dis, ouais, je veux me découvrir dans cette situation. Donc, c'est plus me redécouvrir une autre personnalité de moi. Au niveau de l'entraînement, au niveau des structures d'entraînement, ça t'a pas changé totalement, non? Au niveau de l'entraînement aussi, parce que j'ai changé de coach. Donc, c'était une nouvelle technique. Voilà, fallait assimiler pas mal de choses. J'avais clairement envie de retourner en Guadeloupe. Ça, je le cache pas. Mais après, le fait quand j'ai vraiment assimilé les choses et tout, ben, c'est passé. Je sais que je me suis dit, OK, je suis venu pour un but, pour progresser, gagner des médailles. Maintenant, ben, tout est en axe, on avance. C'est vrai que toi, tu as la particularité peut-être d'avoir été aussi bien entouré, tu vois, je pense à Malik par exemple, qui est toujours ton ostéo des fois, de temps en temps, hein, que tu peux appeler, qui est même devenu un ami. Ah, c'est même pas un ami, c'est un frère quand même. Et en fait, tu as réussi à t'entourer en Guadeloupe, ce qui est peut-être des fois aussi assez compliqué, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de tout ce qui est à côté. Et c'est vrai qu'à l'INSEP, tu as ça aussi, peut-être dans une autre structure, dans une autre dynamique, mais en fait, tu l'avais déjà aussi en Guadeloupe. Tu avais réussi à le créer. Ouais, c'est ça. Ben, justement, je pense qu'en Guadeloupe, c'est très important, en fait. Avec Eti, en tout cas, on avait dit, on crée une cellule performante, on l'appelait en Guadeloupe, où j'avais ma famille, mon staff médical, elle, la coach. Donc voilà, c'était vraiment, en fait, ce qui me permettait d'être bien. Ouais. Du coup, ben, ça inclut justement Malik. Bon, après, au moment où j'ai dû partir, etc., donc notre relation, elle n'a pas changé. Je sais que quand il vient sur Paris, on se voit. Quand je vais en Guadeloupe, on se voit. Donc, quand je venais en métropole, quand il n'était pas là, du coup, j'ai dû créer en métropole. Bon, c'est des gens que je connaissais déjà, donc ça va. C'est sûr que c'est pas la même relation qu'on a, mais je sais que on s'entend super bien et ça, on a tous confiance l'un en l'autre. Chacun bosse, fait son taf. Donc, Parfait. Coraline, toi, tu me parlais tout à l'heure en off de la salle d'escrime de Guadeloupe, qui n'était pas forcément la meilleure de France. Les pistes d'escrime, c'est 14 mètres. Nos pistes, elles devaient faire genre 10 mètres, 12 mètres, peut-être grand max. Et on avait des toutes petites pistes déjà en termes de largeur, donc pas des vraies pistes même en termes de largeur. Et on avait 4 pistes. Et quand moi je suis partie, on était 21 escrimeurs. Ok. Donc, enfin. Et à un moment donné, à bouchon, quoi. C'était, ouais, voilà. Pareil, quand j'ai commencé l'escrime, j'ai commencé l'escrime sur du carrelage parce qu'il n'y avait pas de salle d'escrime au Gosier. C'était un passionné qui avait dans son jardin monté une salle d'escrime et le club était là-bas, quoi. Donc du coup, moi, au niveau des infrastructures, ça a changé pas mal de choses. Il y a 14 pistes dans une salle d'escrime à l'INSEP. Et au niveau de la confrontation, beaucoup. Okay. Moi, je suis arrivée, du coup, j'avais 17 ans. On était un groupe assez jeune, mais les filles, elles avaient quasiment toutes 22 ans. Elles avaient de l'expérience déjà en Coupe du Monde et même juste en catégorie senior, alors que moi, je suis arrivée, j'étais J1. Du coup, ouais, l'opposition, c'est quelque chose qui a pas mal joué pour moi à mon arrivée. Ouais, c'est vrai, parce qu'on en parle aussi des infrastructures et même des possibilités. Parce que moi, quand je m'entraînais en Guadeloupe, on s'entraînait à 5h30 le matin. Au Creps, on avait 1h30. Généralement, les séances, elles sont de 2h. Ouais. Donc, on s'entraînait au Creps à 5h30. Ceux qui étaient internes au Creps nous ont beaucoup entendus. Oui, allez, hop. Voilà. Petit dédicace à Didier Hichek, mon entraîneur de l'époque. Et après, on avait la journée de cours et on enchaînait après avec le deuxième entraînement de la journée à 16h30. C'est vrai que quand je suis arrivé à Toulouse, en fait, on a eu des aménagements horaires qui faisaient qu'en fait, on commençait à 8h. Et mine de rien, en fait, ça change quand même. Tout, ouais. Ça change. C'est clair. 5h30, franchement, il faisait mal. Non, et finalement, on était quand même bien notre génération en Guadeloupe parce que nous, on a eu la chance d'avoir le lycée dans le Creps. Ouais, la cité scolaire d'excellence du Creps. D'ailleurs, Willem, t'as pas fait partie de ça? Non, c'était un choix personnel. J'avoue que je voulais pas entendre parler de la cité scolaire. C'était plus en mode, je voulais juste m'entraîner. C'est tout. Parce que déjà, il faut savoir, en fait, j'ai commencé, moi j'étais au Stade de la Montenoy, donc avec Rico Vaitienecon. Quand Kitty Cam est arrivé, c'est là où on a décidé de travailler en symbiose avec Rico et Kitty. Donc je faisais la préparation avec Rico et avec Kitty, je faisais les séances spécifiques. Et en fait, après, petit à petit, Rico, il a dit, allez, je te laisse la main. Tu prends la préparation de Willem de A à Z, je te fais confiance. Et c'est là où je suis arrivé, je m'entraînais tous les jours à l'INSEP. Au Creps, pardon. Je suis matrixé maintenant. Au Creps. Et moi, j'étais au lycée de Bainbridge. Ok, lycée Bainbridge, emblématique lycée de la Guadeloupe. Mais pourquoi t'as choisi, t'as fait ce choix-là? C'était motivé par quoi? En fait, j'ai mon proviseur de l'époque, lui, il voulait pas entendre parler des sportifs. Okay. Et en fait, c'était un défi personnel. Je lui ai dit, ok, je vais te montrer qu'on peut faire du sport de haut niveau sans avoir d'aménagement spécial et tout. Donc du coup, j'avoue que c'était chaud. C'était vraiment chaud. Parce que quand tu finis à 17h30,
partir au Krebs en courant pour arriver avant 17h45 pour commencer la séance, ne pas finir trop tard parce qu'il faut que tu rentres chez toi. Parce que tes parents, eux, ils font leur journée, ils t'attendent pour rentrer, etc. C'était vraiment chaud. En tout cas, ouais, c'était un choix et je suis très satisfait parce que j'ai réussi quand même à le faire et aller jusqu'au bout et avoir mon bac quand même. Donc, Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a encore des freins, malgré le fait que Guadeloupe, terre de champion, et qu'on arrive à exceller sur des trucs. Il y a quand même des gens qui sont pas favorisants, qui sont pas aidants dans ce projet-là. Et je trouve ça quand même assez fou, parce qu'on voit à quel point le sport, ça peut permettre énormément de choses. Et du coup, cette cité scolaire, nous, elle nous a beaucoup aidé dans notre pratique, parce que du coup, moi, je pouvais mieux m'entraîner, en tout cas en termes d'horaire. Déjà, grâce au Krebs en Guadeloupe, ça a été encore mieux après quand je suis parti à Toulouse. Ça a aidé les parents aussi, je pense. Ouais, franchement, ouais. Ça a aidé les parents parce que moi, mes parents, ils me déposaient à 5h30. Après, il fallait rester, m'emmener, rentrer à la maison, manger, après repartir au collège. Ça. Enfin, c'était vraiment Ouais. merci les parents parce que je pense que sans eux, on n'aurait jamais pu pratiquer comme ça. Clairement. Et du coup, oui, quand tu pars après dans l'Hexagone, tu te confrontes à énormément de choses, mais il y a quand même aussi un aspect positif, un aspect dans tout ça. Mais comment on fait? Je vous pose la question, parce que moi aussi ça m'intéresse de savoir véritablement comment vous avez pu le faire. Garder le lien avec la famille une fois qu'on est ici, par rapport au décalage horaire, par rapport aux vies de chacun, etc. Comment on fait pour garder le lien avec sa famille et même avec sa Guadeloupe, tu vois? moi, je sais que moi, j'ai toujours été très famille, donc heureusement qu'on a la chance d'avoir les visios, etc. actuellement, donc Clairement. ça aide beaucoup. On s'appelle tous les jours, plusieurs fois par jour, ben, ça se trouve juste pour... on s'est déjà eu ce matin, ça se trouve, mais on va s'appeler, ça va? C'est sûr que ça va, etc. Ta journée, ton entraînement. Voilà, ils sont quand même intéressés de savoir comment ça se passe, sachant que moi, j'ai deux frères. Ouais. Et on est tous à l'étranger. Donc en fait, on a été habitués justement à s'appeler souvent, prendre des nouvelles. Et du coup, c'est resté jusqu'à maintenant. Ben, mon frère, il est à métro, donc il n'y a plus d'enfants en Guadeloupe. Mes parents, ben, ils viennent souvent, quoi. Ok. Et Donc ça aide beaucoup. ouais, c'est l'aller-retour de venir physiquement aussi qui C'est ça, est exactement. important. Et moi, je rentre dès que je peux. C'est vrai que ça a quand même un coût, hein. On s'en rend pas forcément compte quand on est jeune ou quand on ne le vit pas, mais ça a un coût quand même de faire les allers-retours, déjà en termes de temps, en termes d'énergie, mais aussi en termes financiers. Toi, Corinne, comment tu as fait pour garder le lien avec ta famille? Je sais que c'est aussi important pour toi, la famille. Bah pareil, moi quand je suis arrivée, entre midi et deux, j'ai appelé mes parents parce que ça se réveillait là-bas pour aller au travail, etc. Avant d'aller dormir, pareil. Donc ouais, beaucoup d'appels au début. Et après, avec WhatsApp, ça va. Bien sûr. On a les groupes de famille, on s'envoie des messages toute la journée. Mais par contre, ouais, moi, je rentre un peu moins souvent. Je rentre une fois par an. Et ouais, on est tous les trois en France hexagonale maintenant. Donc du coup, pareil, mes parents, maintenant, qui sont seuls là-bas, ils viennent un peu plus souvent. Et c'est des moments qui font du bien parce que ouais, quand on a un coup de moins bien ici, on peut pas prendre l'avion pour un week-end, quoi. Clairement. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi cette On peut, rentabilité, hein. Mais Ah bah ça, Ouais. c'est cher. Franchement, faire l'aller-retour sur un week-end, waouh, franchement, faut être accroché, hein. Ouais. Ouais. On va revenir un peu sur le sportif. À bout de combien de temps ça a payé? Tu disais tout à l'heure, Willem, que quand t'es arrivé, t'as eu envie de repartir. Quand même une assimilation à faire. En bout de combien de temps tu t'es dit, j'ai fait le bon choix? Moi, mon objectif, c'était de revenir comme j'étais blessé. L'objectif, c'était déjà en fait de me remettre sur pied. Donc, Ouais. je savais que j'avais un coach qui était fort en préparation physique. Donc ça, c'était bien. Et en fait, j'ai vu la progression en fait de mois en mois à l'entraînement sur les séances que je pouvais encaisser, sur ce que je faisais techniquement, etc. On échangeait beaucoup. Et en fait, j'ai dit, ben, c'est bon, j'ai fait le bon choix. Et j'ai réussi du coup à me qualifier pour le championnat du monde. Je fais finaliste au monde. Je me suis dit, ben, c'est bon. Moi, j'ai fait le bon choix. C'est à partir de ce moment-là, quand tu fais finale au monde, tu t'es dit, là, j'ai fait le bon choix. Ouais, exactement. Parce que ben, déjà, en général, quand tu fais un changement en athlée, ça prend du temps d'avoir un résultat sur la piste. Et là, en fait, je l'ai eu dès la première année. Donc, je me suis dit, ben, c'est le bon choix. J'ai battu mon record personnel, j'étais au championnat du monde, je suis finaliste. Je suis sur ma lancée, je suis dans mon projet et tout, donc c'est cool. Ouais, c'est assez difficile d'avoir des résultats la première année quand même, hein. Il y a toute une adaptation à faire, on en a parlé. Il y a des changements culturels, il y a des changements aussi d'entraînement, donc c'est difficile. Moi, je partage aussi cette expérience. La première année, pour moi, passer un peu les 3 premiers mois, la première année, elle a été folle. J'ai gagné 4 secondes sur un 400 nage libre. C'est vraiment des choses qui sont énormes à notre échelle. Et vraiment, je fais une année extraordinaire. Coraline, toi, comment ça s'est passé ce début d'expérience hexagonale? Bah, moi, première année, du coup, j'arrive, je me fais opérer. Donc, je suis junior, j'arrive en pôle senior. Donc, déjà, l'entraîneur, il m'a mis dans ce groupe-là. Mais c'est pas qu'il en avait rien à faire des juniors, mais c'était un mode, je prends de l'avance pour toi quand tu seras senior, quoi. Ok. Donc, je m'entraînais comme tout le monde, même si j'avais des compétitions juniors qui étaient importantes pour moi. C'était pas son problème, lui, il voulait vraiment que j'ai une discipline pour que quand j'arrive en senior, il n'y ait pas de fossé. Donc du coup, moi, quand j'arrive, je suis blessée. Donc, opération, pas de saison junior. Donc voilà, et au final, il m'envoie sur des compétitions seniors pour essayer de me qualifier pour les championnats de France senior, N1, etc. J'ai réussi à me qualifier. Et donc du coup,
premier déclic que j'ai eu, c'est quand en fin de saison, quand je suis junior première année, je fais 3e au championnat de France senior en N1. Et là, à cette fin d'année, je me suis dit, cool, ok, je suis pas partie pour rien. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé la saison, en décembre, je rentre en Guadeloupe, mais erreur fatale, quoi. Erreur de débutante, quoi. Je rentre en Guadeloupe, donc à mon retour, pareil, j'ai pas repris les entraînements, c'est juste cours. Puis à mon retour en janvier, il fait froid. Et là, je me souviens, j'appelle mon père et je dis, ouais, j'ai envie de rentrer. Et mon père, il me dit, non, 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 ma cocotte. Le gros coup de blues. Il m'a dit, ah ouais, j'avais envie de rentrer, j'étais triste, enfin, j'étais en famille, avec mon frère, ma soeur, mes parents, enfin, t'es chez toi, quoi. Bah ouais. Tu te sens bien. Et là, tu repars, t'es parti pour l'escrime, tu fais pas d'escrime. En plus. Ouais, j'ai dit à mon papa, j'ai envie de rentrer. Il m'a dit non, 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 non. Tu t'es battu, tu nous as dit que tu voulais partir, tu finis la saison, et à la fin de la saison, si t'as envie de rentrer, tu rentres, mais là, tu finis la saison. Et au final, la fin de saison, elle a été extraordinaire pour moi. Donc là, j'ai eu un premier déclic, ok, je suis pas partie pour rien. Et puis finalement, en J3, donc 2 ans après, je fais mon premier podium en Coupe du Monde senior. Et là, c'était parti, c'était bon, c'est bon. Donc là, c'est à ce moment-là que tu te dis c'est validé. Ouais, c'est validé, je suis sûre de moi. Il n'y aura pas de retour en Guadeloupe avant d'avoir fait des trucs de fou, quoi. C'est vraiment ce que tu parles là, ce mois de décembre qui est forcément à gérer. Et d'aventure, j'encourage tous les entraîneurs ou personnes qui encadrent des jeunes guadeloupéens, antillais, à faire attention à ce moment-là. C'est vrai que moi, mon entraîneur, il avait un peu l'habitude à cette époque-là, Lucien Lacoste, et il m'avait du coup demandé de partir moins longtemps. Et j'avais un peu mal pris ça à l'époque. Mais en fait, j'ai compris avec l'expérience que en fait, c'était justement pour pas que je reste trop longtemps là-bas et que je m'y habitue et que je sente un peu la chaleur de ce pays-là. Moi, j'étais parti 3 semaines. Et ouais, erreur. Erreur. Moi, il m'a laissé 10 jours. Ouais, mais c'est suffisant. Tu kiffes, et en même temps, ça, bon, tu lui en veux, mais c'est pas grave, tu retournes au charbon, quoi. Clairement. Et je l'ai compris avec le temps. Et surtout, en fait, j'étais content après, tu vois, d'être aussi bien encadré. Et en plus, l'année d'après, il a compris que moi, j'étais vraiment là pour le sportif, donc il n'y avait pas de souci. Et en fait, on a réussi à construire quelque chose comme ça. Je pense que peut-être qu'il aurait peut-être pu mieux me l'expliquer au moment. Mais est-ce que tu l'aurais compris aussi à ce moment-là? Non. Ouais, t'aurais pas Non. compris. J'aurais juste Même dit, si t'aurais expliqué, t'aurais dit... T'aurais dit, lui, il comprend pas. Non, mais j'aurais dit pour Calvé Missier. Franchement, j'aurais dit, mais non. Et en fait, c'est vrai qu'avec l'expérience, tu comprends un peu mieux les choses. Comment vous sentez le soutien guadeloupéen envers vous? Parce que vous n'êtes plus sur l'île, donc potentiellement plus là présentement à faire des résultats en Guadeloupe, par rapport à ceux qui y sont restés, par rapport au cyclisme guadeloupéen. Alors vous qui réalisez peut-être des performances nationales. Ouais. On voit que les cyclistes guadeloupéens qui sont sur le territoire et qui font rayonner la Guadeloupe sur le tour de la Guadeloupe ont peut-être plus d'importance que vous qui participez à des finales olympiques, médailles olympiques, championnats du monde. Et on a l'impression d'être peut-être un peu moins pris en compte. Alors que le cycliste guadeloupéen, s'il gagne une étape du Tour, c'est limite une légende. Oh, ça devient une légende, c'est pas limite, ça devient une légende, vraiment. Il rentre dans les archives, mais vraiment, je sais que, comme il y a les informations, donc voilà, les infos, elles passent, surtout maintenant, il y a les WhatsApp, il y a les groupes, il y a les trucs, donc vraiment, les informations, elles vont très vite. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas, je pense, la même notoriété que cycliste, on va dire. Totalement. Mais on est quand même soutenu, il y a quand même un soutien. Le sport reste quand même la base en Guadeloupe. On sait que c'est compliqué là-bas, etc. Et on sait que le sport, c'est un exutoire, justement, pour permettre de faire parler de la Guadeloupe en bien, oui. Au-delà de tout ce qui se passe, etc. Des faits divers. C'est ça, exactement. Donc, je pense que moi, je le ressens pas, en tout cas, trop fort. Non. Okay. En tout cas, je sais qu'il y a une petite présence qui est toujours là, en mode une petite pensée pour les sportifs guadeloupéens qui sont en hexagone. Toi, ça fait aussi parce que t'es longtemps resté en Guadeloupe. Ouais, c'est une petite star aussi là-bas. C'est vrai, tu t'es inscrit dans le paysage guadeloupéen très, très fortement. Toi, tu marques les gens et même des fois, j'ai eu l'occasion de te voir au loin et des gens qui disaient « Ah, c'est Willem », etc. Enfin, t'es quand même connu en Guadeloupe. C'est vrai que nous, étant partis un peu plus tôt, potentiellement, on s'est moins ancré dans le paysage guadeloupéen. On est parti plus tôt, du coup, on a été un peu moins proche des gens. Et on fait un sport où il n'y a pas de public, quoi, aussi, il faut le dire. Il faut être passionné. Parce que c'est-à-dire qu'à l'escrime, et pourtant, il y a beaucoup de champions escrimeurs guadeloupéens, mais à nos compétitions, il n'y a pas grand monde. Et l'athlé, c'est vraiment un sport populaire aussi, où la population, il se déplace. Quand il y a le meeting de la Guadeloupe... C'est ça, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. On avait la chance d'avoir le meeting de la Guadeloupe, où justement, ce meeting-là ramenait les stars mondiales. Donc du coup, nous, on avait cette chance de courir là-bas. Donc on nous connaissait aussi par rapport à ça. Donc ouais, ça nous a aidé quand même. Ouais, et puis du coup, nous, on est partis hyper tôt. Donc on a perdu un peu, je pense, ce lien avec la population. Mais je trouve que la population guadeloupéenne, c'est quand même une population qui te pousse. Ouais. Franchement,
pareil, quand je me suis qualifiée pour les Jeux, mais les gens, ils sont fiers. Et moi, je suis trop fière de rendre la population fière, quoi. Et aux Jeux, comme c'est quasiment le seul moment où on voit l'escrime à la télé, et que les Guadeloupéens, quand même, ils savent qu'il y a des escrimeurs guadeloupéens, ils suivent et c'est vrai que quand même, on est quand même bien soutenus. Vous êtes soutenu par la population, on peut le voir, on peut le sentir encore plus à l'heure des réseaux sociaux. Mais au niveau financier, est-ce qu'on peut en parler un peu par rapport à la collectivité, par rapport aux aides de certains est-ce qu'on est encore considéré comme étant sportif guadeloupéen, alors même qu'on n'est pas forcément licencié encore là-bas, on représente un peu, mais pas trop quand même. Comment vous avez été soutenu quand vous êtes parti William, ça m'intéresse ton point de vue. Pas soutenu du tout. Clairement, qu'on se le dise, pas soutenu du tout. Déjà, même quand j'étais là-bas, c'était compliqué d'avoir une subvention de la région, d'avoir les clubs, en tout cas là-bas, ils galéraient pour avoir des subventions. Et je pense que ça s'améliore pas non plus jusqu'à maintenant. Et en fait, quand je suis parti, je pense que c'était content. Je me suis dit, c'est bon, on va plus avoir de demande de subvention pour lui, etc. Donc, je trouve que quand même sur le soutien niveau politique, ils peuvent faire plus d'efforts quand même pour soutenir les sportifs. Parce que en fait, quand tu pars, le lien est rompu. Ouais, le lien il est vraiment rompu. C'est seulement genre si tu reviens en mode... ils peuvent faire par exemple pour Teddy, il revient, il fait un truc. Si toi t'es rentré, je sais pas si t'ont accueilli. Non. Bon, moi j'ai eu la mairie de Vis-Habitants et celle du Gosier, mais la région. Après, quand même, t'as pas communiqué sur le fait que tu revenais non plus. Je n'ai pas communiqué sur le fait que je revenais, on m'a pas demandé non plus. C'est pas faux. Mais par contre, j'ai pas communiqué non plus et le Gosier et Vis-Habitants, ils ont trouvé. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a ce lien-là qui est encore difficile, effectivement, avec les subventions des collectivités et même au niveau des partenaires privés. C'est difficile quand même d'obtenir un partenaire en Guadeloupe. Je pense que c'est quasi impossible quand tu n'es pas licencié en Guadeloupe. Alors moi, quand j'étais en Guadeloupe, pareil, je galérais à avoir des aides. La Ligue jouait pas mal le jeu. Et jusqu'à présent, la Ligue n'a pas grand-chose. Mais quand on a eu nos médailles olympiques, ils ont fait un petit geste. C'est pas grand-chose. Pour nous, ça représente pas grand-chose sur une saison ou même sur une carrière. Mais déjà, ça fait plaisir. De se sentir valorisé, en fait. Voilà, par la Ligue. Et puis pour eux, c'est quand même un gros geste. Donc la Ligue d'escrime de Guadeloupe, je les remercie pour ça. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on quitte la Guadeloupe et qu'on n'est plus licencié là-bas, on n'intéresse plus, je pense. En fait, on intéresse pour les résultats. Parce que les gens, ils sont fiers de dire que voilà, ce sportif, il a commencé en Guadeloupe, il a commencé des résultats en Guadeloupe et maintenant, il fait briller la Guadeloupe. Mais sur le chemin, il n'y a personne. Ouais, et je pense que ils n'y voient pas d'intérêt. Quand tu as des cyclistes qui sont sur l'île, par exemple, pour eux, il y a plus de visibilité à les sponsoriser eux que nous. Ouais, c'est vrai. C'est quand même assez dommage. C'est vrai que moi, je l'ai senti, donc du coup, je partage tout ce que vous avez pu dire. Quand on quitte la Guadeloupe, on a l'impression de plus être connu en fait dans ce paysage-là, alors même qu'on a envie de représenter. Si on quitte la Guadeloupe, c'est pas par gaieté de cœur, c'est aussi parce qu'on en a besoin pour progresser sportivement. Donc c'est dommage. Je pense qu'on gagnerait tous à garder ce lien. Je sais qu'il y a d'autres îles qui le font un peu mieux que nous, à savoir dans quelle proportion c'est possible, mais en tout cas, je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. On va parler un peu de l'après-carrière. Alors, moi, j'y suis, donc j'ai un avantage sur vous. C'est vrai qu'il y a quand même ce truc de est-ce qu'on va revenir en Guadeloupe après notre carrière ? Moi, je l'ambitionne. Après, je fais une espèce de petite transition, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des opportunités ici. On a créé des choses, on a créé plein de choses. Comment vous envisagez votre après-carrière ? Peut-être projet long terme, je vous le souhaite, de continuer encore très longtemps. William, est-ce que tu as prévu de retourner en Guadeloupe après ? Ouais, c'est clair. Non, moi je... Pas de débat. Non, pas de débat. Après, c'est clair que, comme tu dis, il y a les aléas, on sait pas, en fait, ça se trouve, je peux avoir des propositions meilleures ici, etc. Mais ouais, mon objectif, c'était de revenir en Guadeloupe et de retrouver mon île, quoi. Et est-ce que tu as l'ambition de retourner en Guadeloupe aussi pour transmettre quelque chose aux plus jeunes ou vraiment tu décorrélais de l'athlétisme ? Non, en fait, moi, dès que j'arrête ma carrière, le sport, c'est bon. Ok. Vraiment, en fait, je me suis posé la question, tout le monde me demande est-ce que... Non, vraiment, après, j'ai tellement donné. Depuis l'âge de 5 ans et demi, je suis dedans. J'en ai 29, bientôt 30. Quand je vais rentrer, je sais pas à quel âge. Je pense que ce serait plus en mode vraiment couper et reprendre une vie, enfin, vivre une vie que j'ai pas eu le temps et l'occasion d'avoir, en fait. Totalement. Je vais pas dire non plus faire la fête, etc. mais être vraiment détaché du sport et travailler dans le monde du travail, quoi.
Est-ce que, par exemple, si dans 5 ans, je te sollicite parce que tu es en Guadeloupe et que moi aussi, si je te sollicite pour potentiellement transmettre un peu ce que tu as pu vivre dans ta carrière aux jeunes, est-ce que tu serais capable de l'accepter? Oui, pour ça, oui, clairement. Ouais. Je reste quand même ouvert à l'échange, etc. Mais je vais pas faire ma mission première, en fait, Ouais. en rentrant en Guadeloupe, quoi. Pas dans le quotidien, Ouais. mais ponctuellement, ça C'est t'intéresserait de le faire. Exactement. Coraline, toi, tu vois comment un peu ce retour en Guadeloupe possible? Mais pareil, moi, dire, il y aura retour en Guadeloupe. Je sais pas quand, dans quelles conditions, mais c'est sûr que j'ai envie de retourner en Guadeloupe. Après, pareil, je suis comme William. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai déposé les épées, j'ai déposé les épées. Mm. Effectivement, tout ce qui est partage d'expérience, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en plus. Donc, ce sera pour mes entraîner ou les choses autour de ça, non. Et puis, je pense que c'est une vocation aussi et je pense que c'est pas la mienne. Ok, bah c'est très honnête de ta part, hein. Si tu ne l'as pas, vaut mieux s'en détacher plutôt que d'essayer quelque chose qui te plaît pas. Comment vous voyez un peu les structures qu'il y a en Guadeloupe, comment ça évolue? Parce que moi, j'ai pu le voir, aujourd'hui, il y a un bassin en Guadeloupe, un bassin olympique qui porte mon nom, à un moment où la Guadeloupe n'est pas forcément, en termes de natation, au haut niveau. On aurait eu besoin de ce bassin il y a 15 ans. Aujourd'hui, il arrive, et tant mieux, j'espère que ça va créer quelque chose. On voit qu'il y a des choses qui se passent, hein. Au CREPS, une piste, une salle d'escrime, pardon. En athlétisme, il y a aussi des choses qui se font. Comment vous voyez un peu ces infrastructures et aussi, pas que au niveau infrastructure, mais la professionnalisation du sport en Guadeloupe? Pour ma part, je trouve que ça arrive un peu trop tard parce que ça a eu le temps de casser quelque chose en fait par rapport au vivier sportif guadeloupéen. Le train il est parti et je pense que pour refaire ce retard-là, ça va prendre beaucoup de temps. Je trouve que même les jeunes ne sont plus trop investis en fait, comme nous à notre époque dans le sport. En fait, la nouvelle génération, moi, c'est vivre la vie, c'est beau d'habiller. Et en fait, il y a plus ce truc que ouais, le sport, ça transmet les bonnes valeurs, etc. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Totalement. Donc tout a changé par rapport à ça. Donc je pense que ça va être. Ouais, les infrastructures qui sont arrivées longtemps après, c'est déplorable, mais est-ce que c'est vraiment le fond du problème? Parce qu'au final, je me dis, moi j'ai commencé à l'escrime sur du carrelage, quoi. Ouais. Enfin, On n'avait pas besoin d'infrastructures voilà. énormes. Et effectivement, je me dis c'est dommage que les générations d'avant, enfin qui sont parties, des générations d'avant nous, qui vraiment ont fait des trucs de fou, c'est dommage qu'elles n'aient pas pu profiter de ces infrastructures. Et je me dis quelque part maintenant, les jeunes, ils ont des infrastructures de fou. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le creux de la vague en ce moment en Guadeloupe. Donc c'est pas forcément un problème d'infrastructure, même si c'est arrivé beaucoup trop tard. Je pense que là, il y a Une question d'envie, je pense. ouais, il y a peut-être une politique sportive à changer, il y a quelque chose à changer pour que les gens aient envie de faire du sport et d'y rester, quoi, de s'accrocher, quoi, parce que maintenant, ça fonctionne pas, salut, quoi. Ouais. Et on s'accroche plus. Alors c'est peut-être une société aussi qui évolue. Ouais. J'ai eu l'occasion d'interviewer Stéphane Diagana qui expliquait beaucoup qu'il y avait un phénomène de sédentarité aussi et qui était déplorable parce que maintenant les jeunes forcément ils vont pas à l'école à pied ou en courant comme toi t'as pu le faire quand tu devais sortir du lycée. Ouais. Ils y vont en trottinette électrique. Il y a plein de choses qui font que c'est vrai que c'est pas propice à la pratique du sport, mais on espère quand même que ça va aller dans le bon sens pour la suite. Pour revenir un peu à la transmission, quand tu fais une rétrospective et que tu vois ta carrière aujourd'hui et ce que tu ambitionnais à 14 ans, qu'est-ce que tu peux te dire à toi-même? Que vraiment, je suis quand même fier de lui, parce qu'en fait, il est passé par de hauts et des bas, il n'a pas lâché, sa détermination est toujours présente, donc vraiment, c'est de continuer en fait avec ça. C'est vraiment le leitmotiv de la détermination. Si tu devais changer quelque chose, tu aurais changé un truc? Je pense que je serais peut-être parti plus tôt. Ok. Je pense que, ouais, ouvrir la porte que j'ai ouverte trop tard, un peu plus tôt, et j'aurais fait d'autres choix de vie, ouais. Ok. Coraline, toi, la petite de 14-15 ans, tu lui dirais quoi si tu pouvais lui parler aujourd'hui? Moi, je pense que c'est la petite de 14 ans qui a fait que finalement, j'ai cette carrière-là. Le fait d'être finalement assez détaché Ouais. au départ du haut niveau de la performance. Et je lui dirais de continuer de faire de l'escrime par envie et par passion. Parce que du coup, après Tokyo, moi, j'ai eu ce manque d'envie et la passion qui s'essoufflait un peu. Et c'est pas la même chose. Et ouais, je lui dirais de continuer à kiffer. Parfait. Une question qui revient souvent, et c'était aussi le but de ce podcast, d'y répondre un peu. Est-ce qu'on est obligé de partir de la Guadeloupe? Je vais englober aussi la Martinique et la Guyane avec nous, mais est-ce qu'on est obligé de quitter ce bassin caribéen pour réussir? Est-ce qu'on peut réussir en restant en Guadeloupe? En fait, c'était mon objectif, Mmh. de montrer en fait qu'on peut rester en Guadeloupe et réussir à être au meilleur niveau. Mais j'avoue que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'en fait, on n'est pas soutenu en fait comme il faut. Donc, t'as un certain dégoût à un Ouais. certain moment et tu dis, bon, vas-y, c'est bon, je pars en fait. Coraline, en escrime, est-ce que c'est possible pour toi en Guadeloupe aujourd'hui d'arriver au niveau national, international? Alors pour moi, là où c'est impossible, c'est que
au-delà de l'opposition, c'est au niveau financier, au niveau des voyages. Ouais. Par exemple, si on a si la génération dorée, par exemple, continue à s'entraîner en Guadeloupe, peut-être qu'ils auraient continué à être performants, mais financièrement, c'est pas tenable, quoi. La plupart des compétitions sont en Europe ou en Asie. On doit avoir maintenant, on a 2 Coupes du Monde en Amérique, mais avant, on n'en avait qu'une. Et même si on n'est pas loin, pour aller à Rio, pour aller aux États-Unis depuis la Guadeloupe, alors que c'est à côté, c'est hyper long. Des fois, c'est plus long que de faire Paris-New York, par exemple. Donc, au niveau financier et au niveau des voyages, c'est pas tenable. On est obligé de malheureusement quitter la Guadeloupe. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup motivé. Hein, c'est que dès que j'allais faire les championnats de France pour rentrer en équipe de France, parce qu'on est obligé de passer par là, étant donné que le billet était déjà super cher, c'était déjà un coût. Mais aussi, on pouvait pas partir longtemps avant pour s'acclimater parce que les chambres d'hôtel, etc., ça coûte quand même cher. Et donc, du coup, on n'était pas dans les meilleures dispositions pour performer. Et en plus, tu arrives dans quelque chose que tu connais peu, hein, finalement, parce que tu le fais que quelques fois, alors qu'eux, ils ont l'habitude de se rencontrer toute la saison. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé. Je pense qu'aujourd'hui, en natation, malheureusement, si tu veux réussir au niveau international, je pense que tu es obligé de partir. Après, j'encourage quand même à rester le plus longtemps possible en Guadeloupe et à participer à créer un vivier là-bas, créer un mouvement guadeloupéen fort, et j'encourage surtout les relations inter-îles parce que je pense qu'il y a matière à créer des choses entre les îles, des ponts, des stages, des compétitions, des confrontations qui permettront à tout le monde de grandir. Et Après, je pense que ça, c'est l'avantage des sports à chrono. Déjà, les îles autour de nous ne font pas forcément d'escrime. Totalement. Ouais, c'est ça, c'est On a Cuba qui est une bonne nation d'escrime, mais encore maintenant, ils galèrent un peu à sortir. Mais sinon, les îles autour de nous, elles ne font pas d'escrime. Donc nous, on se retrouve très vite obligés de devoir partir, même des cadets. Je dois aller faire des circuits nationaux, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des sports où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Ouais. C'est totalement. Nous, on a un athlète, en tout cas, on a toujours les compétitions interligues, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et du coup, ça tient justement en interne l'émulation de l'athlète, mais sinon, après. D'ailleurs, les Caribbean Games, nous, en natation, on avait un peu arrêté d'aller par manque de personnes, par politique interne. Est-ce que l'athlétisme, ça continue? Tu as des résultats? Ça continue. Là, c'était Trinidad cette année. Je sais qu'il y en a une qui a fait médaille de bronze, je crois. Mais après. Ok, mais il y a quand même peut-être la seule médaille il y a quand même c'est resté. Après, est-ce que c'est aussi dynamique qu'avant? Peut-être. On en parle moins. On en parle moins, ouais. J'avoue qu'à mon époque, on en parlait plus. Il y avait aussi les Jeux des îles, non? Les Jeux des îles, ouais. Les Jeux des îles, on en parlait beaucoup aussi. Mais nous, la Guadeloupe, on est sorti à un moment des Jeux des îles. Ouais. Et je crois que c'est l'année où je pouvais y participer, ils ont dit non, on n'y va plus. Je dis super. Mais ouais, c'est les Jeux des îles, ouais, on en parle moins actuellement. Après, oui, aussi pour qu'on est un peu obligé de partir, c'est que souvent, en tout cas pour nous, les sélections, je pense que ça vous rejoint un peu, les sélections pour aller participer aux championnats d'Europe, du monde ou aux Jeux Olympiques, c'est dans l'Hexagone, assurément. Et en fait, tu as l'obligation déjà de venir et de participer, de te faire voir aussi par les autres personnes. Alors moi, c'est un sport à chrono, encore ça va, c'est le cas aussi de Willem avec l'athlétisme. Toi, quand même, il y a des choix aussi qui sont faits par rapport à la DTN, de savoir qui on va prendre pour les équipes. Tu as aussi l'obligation de venir et de te faire voir. Déjà, pour pouvoir faire les Coupes du Monde, il faut d'abord passer par le circuit national. Mais en vrai, c'est pour ça qu'on a été sponsorisé par nos parents, en vrai. Vous avez un système de points, vous on a un système de points sur une saison. Okay. Oui, c'est remis à zéro à chaque fois. Chaque saison, c'est remis à zéro. Et déjà, il fallait faire Pointe-à-Pitre de Paris pour faire les circuits nationaux. Puis quand tu es sélectionné pour aller en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe, tu fais Pointe-à-Pitre de Paris, puis Paris-Heidenheim, Paris, etc. Donc, financièrement, c'est lourd pour les parents. Ouais. Mais d'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait pour te dire. Je ne sais pas. Franchement, c'est un gros mystère. En tout cas, merci aux parents d'avoir permis ça. Merci. Quel a été votre meilleur souvenir en tant que Guadeloupéen en étant en Guadeloupe? Votre meilleur souvenir de sportif? Moi, je sais que mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai couru au meeting justement de Guadeloupe contre Dairon Robles. Ouais. Et à l'époque, c'était mon idole et je l'ai battu, donc j'étais content. Mais j'étais en mode je cours avec lui, mais c'est mon meilleur souvenir en Guadeloupe en tout cas, dans l'athlète. Et toi, Coraline, quand tu étais en Guadeloupe, est-ce que tu as un souvenir marquant? Ouais, je dirais que c'est la première fois que j'ai gagné une compétition dans la catégorie au-dessus. Et cette fois-là, c'est ma mère qui m'a accompagnée parce que mon père n'était pas là. Et je la voyais pleurer et ça me faisait rire parce que je comprenais pas pourquoi elle avait tant d'émotions à me regarder gagner. Et du coup, ouais, c'est un bon souvenir.
Ouais, moi je crois que c'était par rapport au Crafta Games quand on revenait avec la victoire par équipe. En fait, j'ai toujours aimé me sacrifier pour le collectif, me donner. On peut finir sur une phrase peut-être aux jeunes générations guadeloupéennes qui nous regardent, plus jeunes, aux jeunes escrimeuses qui veulent être Coraline Vitalis, tu leur dirais quoi? Bah, déjà de pas vouloir être Coraline Vitalis, mais de vouloir être elle et eux, et de se lancer et d'être courageux en fait. Parce que on abandonne vite, j'ai l'impression que dès qu'à la moindre contrariété, à la moindre défaite, on n'a plus ce truc de se dire, ben ok j'ai perdu, mais la prochaine fois je vais gagner. C'est ok, ben j'ai perdu, c'était pas pour moi, je passe à autre chose. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait qu'on a moins ce vivier qu'on avait en Guadeloupe, on a une mentalité quand même qui nous a, je pense, pas mal aidé. En tout cas, moi, ça m'a pas mal aidé. Donc, ouais, c'est de retrouver cette hargne et cette rage de gagner, de représenter la Guadeloupe internationale. En gros, c'est l'expression Tchambiret Pamoli. Ah ouais, Tchambiret même. Et toi, Willem? De persévérer, de croire en eux, de justement en fait avoir comme motivation d'être eux-mêmes comme Coralie elle a dit, mais de justement on compte sur eux pour que ce vivier en fait reparte et que justement en fait que ça reste qu'on reste avec le slogan Guadeloupe terre de champions quoi. Et il faut ça on veut pas le perdre en fait. On veut pas le perdre. Même les anciens ils veulent pas le perdre donc on veut pas le perdre. Et partout, pas que dans le sport. Ouais, c'est ça partout. Oui, on parle souvent du sport et c'est l'objet aujourd'hui, mais pas que dans le sport. Je pense qu'il y a aussi d'autres aspects. Et voilà, j'espère qu'il y aura encore plus de médecins. C'est le cas pour ta sœur. J'espère qu'on aura des champions partout et dans tous les domaines. En tout cas, merci pour votre temps. Merci pour tout. Merci à toi pour l'invitation. Pour votre partage d'expérience, la transmission. J'espère que ça a été utile à nos spectateurs, guadeloupéens ou pas d'ailleurs. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Sport Talk.